Alors, avec toutes ces colorations, on va enfin pouvoir voter en toute sérénité et calme. Laissez venir les nouveaux conseillers municipaux et communautaires. Ils seront aussi responsables que les précédents, ne faites pas de soucis. Alors, je mets le rapport aux voix. C'était le dossier 23. Qui est pour? Qui n'est pas contre? Qui s'abstient? Voilà, adopter l'unanimité. Dossier 24. Vous n'allez pas nous refaire la même chose pour le 24. Hein. Allez, on repart. Pérol. Alors là, il s'agit d'approuver le dossier de réalisation et du programme des équipements de la ZAC Aude Acte 1, dite ancienne ZAC de l'aéroport sur le territoire de la commune de Pérols. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Cyril. Non, je ne vais pas repartir de diatribe. Hein. Je dis juste que on a été reçu vendredi en 15 par tout le staff de Carrefour France qui voulait vraiment se faire expliquer dans le détail. Ils étaient tous là, tous les grands patrons de Carrefour étaient là. Ils ont voulu se faire expliquer par nous le montage de Aude, avec cette requalification des zones commerciales vers la mixité et vers le retour à la ville. Si l'ensemble de l'aéropage de Carrefour Monde se met dans une salle pendant 3 heures pour se faire expliquer cela, c'est que quelque part on répond à une demande de tous les opérateurs, en particulier les opérateurs commerciaux, qui aujourd'hui arrivent au bout de la logique de ces grandes zones commerciales. Et parce que j'aime bien Michel, je veux le rassurer, c'est quand même pas mal une agglomération qui porte quelque chose qui va être reproduit dans les 500 agglomérations de France et de Navarre, qui consiste à dire mon extension, je ne la fais plus sur les zones naturelles et agricoles, je vais trouver les process pour pouvoir la faire sur les zones qui, depuis les années 70, ont complètement été pourries par l'urbanisme commercial, nos parkings, nos business, avec une qualité architecturale et urbanistique qui, pour le moins, n'est pas belle. Donc je crois que ce Aude à la mer, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, cette avenue de la mer dans laquelle on va, en 30 ans, 35 ans, totalement rénover cette zone en y amenant la mixité, activité, commerce et hébergement, et bien je crois que là encore, l'agglomération est novatrice et prise en compte. Et c'est ce projet d'Aude, Christophe, tu as parlé d'écocité, qui a été retenu dans écocité, et les logiques qu'on a mis à hausse, ce sont les mêmes, et je pense qu'on aura, puisque les deux projets se touchent, quelque chose de très novateur et de très reproductif. Voilà, je voulais le dire parce que c'est important d'être reconnu par tout le monde. Mais c'est très bien, c'est très bien. Effectivement, on est une référence qui est pilote en cette matière. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Toujours, M. Morales, c'est le site Natura 2000, les Hautes-Garrigues du Montpellier, et le site Natura 2000 dans la plaine de Fabrègues-Poussant. Voilà, ben écoutez, on sait préserver la nature. On est partout. L'urbain, ce qu'on appelait le périurbain, le rural profond. Le schéma de cohérence territoriale que vous avez porté, Monsieur le Président, prévoyait de maintenir des espaces naturels et une véritable structure porteuse de ces espaces naturels s'est créée au travers des zones Natura 2000 et par solidarité avec des territoires qui sont en partie concernés par les communes de l'agglomération, nous participons aux animations de ces réseaux Natura 2000 et c'est pourquoi on vous demande une contribution financière pour la partie Haute-Garrigue de Montpellier qui concerne 537 hectares de la commune de Montaut et de Sainte-Drézerie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie est beaucoup plus importante parce qu'il s'agit de la plaine de Fabrègues et Poussant qui concerne 8 communes, dont 5 de l'agglomération de Montpellier, Condorcet, Condontéral, Fabrègues, Pignan et Saussan. Là, il s'agit de 4300 hectares à préserver. Alors, bien entendu, c'est l'outarde, Canepenière dont on a beaucoup parlé, la pie grièche à Collet-Rose, etc. Il s'agit là... Et à plume beige. Voilà. Et le faucon créssolette. Donc il s'agit pour la communauté d'agglomération de prendre en charge, d'être la commune porteuse de la structure d'animation comme elle l'a été pour la structure d'élaboration. Donc on vous demande l'autorisation de présider cette commission Natura 2000, cette zone Natura 2000 de la plaine de Fabrègues et Poussant, où sont aussi présentes les communes de Montbazin, Gigean et Gigean et Poussant. Merci Christophe pour ces précisions d'ordre faunistique
Tutti quanti. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Après cette ode à l'urbanisme, à la politique foncière, on passe au transport, déplacement, tramway. Robert Subra, affaire 27. Il manque une affaire. On ne parle pas d'autoroute. Ah pardon, j'ai sauté la 26. Excusez-moi. 26, c'est, oui, toujours l'urbanisme, c'est une politique foncière, convention avec l'État pour la commune de Pérol. Alors là, c'est l'ode à la mixité sociale, puisqu'il s'agit, par une convention quadripartite entre l'agence foncière, l'État, la commune de Pérol et la ville de l'agglomération de Montpellier, de mettre tout en œuvre pour pouvoir aider la collectivité à faire du logement social. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On arrive au transport. Toujours M. Subra, non? Affaire 27. C'est un bon chiffre, le 27. Oui, oui. Ah, on n'aurait pas terminé le mandat sans l'intervention sur les portables. Pas de portable, s'il vous plaît. Bien sûr, Robert. c'est dès que je prends la parole, mais c'est vrai que ça vole pas aussi haut que Rose, etc. Mais enfin, ça avance tout de même. Ça avance tout de même. Avancez parce qu'on est au 27, il y a 95 affaires. Voilà. C'est sur les rails. C'est sur les rails. Oui. Donc, je vous rappelle que quand on a mis en service la ligne 3, on a complètement changé le système de billettique, le système d'exploitation. Et là, c'est un avenant pour permettre d'autoriser TAM sur les futures lignes d'avoir toujours le même matériel, que ce soit TAM qui commande ou une autre entreprise, puisqu'il y a des lignes qui arriveront et qui effectivement ne seront pas de TAM, qui sera maître d'ouvrage délégué. Donc tout ceci est possible dans une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, et ça permet pendant 10 ans effectivement d'avoir un marché à bonne commande. Je mets ce rapport aux voix, sachant que ne participent pas au vote Mme Prunier, Souche, M. Bonal, Florence, Martin, Morales et Subra. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adoptées. Dossier 28, ligne Oui. 3. Ligne Dossier 1, 28, ligne 4. c'est la levée d'une réserve sur des travaux. Sur tout l'ensemble de la ligne, il y avait notamment une réserve sur la réception de la conformité d'un réseau d'eau usée avenue de l'Europe à Latte. Il y a des non-conformités, compte tenu de le réseau, c'est compliqué parce que le sol n'est pas de qualité. Mais pour autant, les non-conformités ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Alors on fixe un protocole pour effectivement arrêter cette affaire. Je vous donne le protocole. Il y a une application d'une réfaction d'un montant global forfaitaire de 30 000 € une première fois, une deuxième fois, et une extension contractuelle d'une durée de 5 ans. Alors, je mets la proposition du rapporteur aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. 29, cinquième ligne. Ah là, c'est un peu plus futuriste. Parce qu'effectivement, quand on avait discuté de la ligne 5, qui, je vous le rappelle, partait depuis La Vérune et allait sur Prades-de-l'Est, il y avait eu une discussion. On nous avait demandé de poursuivre une étude, de conduire une étude pour savoir si à partir de Montpellier, on allait à Prades-de-l'Est, soit en prenant la RD 112 de Mende, soit la RD 17 Girac-Montpellier, dite route de Montpellier. Ça a demandé du temps. Et comme on était pressé par l'État pour percevoir la subvention, je vous rappelle qu'il fallait démarrer les travaux avant la fin de l'année 2013, ce qui a été fait puisqu'on a commencé les travaux sur le rond-point d'Agropolis plus sur la place Albert Ier. On a décidé de couper l'opération en deux parties. Le premier tronçon, La Vérune-Caplet, qui a été soumis et qui a obtenu la déclaration d'utilité publique au mois d'août, 28 août de cette année. Et aujourd'hui, on vous propose de relancer la concertation pour la partie Clapier-Prades-de-l'Est. Alors, ce tronçon est évalué à 54 millions d'euros hors taxes. Les modalités, c'est comme traditionnellement, il y a 3 communes concernées. Il y a Clapier, Montferrier et Prades. Il y a dans les journaux, l'exposition publique, les réunions, etc., chambre de commerce, etc. Et à l'issue de la concertation, le bilan sera présenté et débattu en conseil communautaire. Début avril, la concertation devrait commencer. Merci Robert. Bon, c'est un dossier qui montre que la parole est tenue, monsieur le maire. On l'avait annoncé, c'est lancé. Je mets là, est-ce que vous avez des remarques, des maires concernés? Alors, allez, monsieur Lucère. Simplement pour monsieur le Président d'avoir tenu parole, puisque simplement votre volonté a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et je conclurai en disant que je suis très satisfait
que l'on ose une gare intercommunale de tramway à Prades-le-Lez. Merci. Merci. Pardon. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On est ensuite sur l'affaire numéro 30. Oui, l'affaire 30, c'est tarification pour les personnes adultes. C'est une affaire délicate, je me permets de lire. Les femmes contraintes de quitter leur domicile dans un contexte de violence conjugale ou intrafamiliale peuvent se retrouver pendant une période plus ou moins longue en rupture de droits sociaux, notamment en matière d'allocation familiale et de revenus. Alors bien sûr, ce contexte-là, ô combien triste, génère une situation d'isolement qui renforce la précarité. Sans ressources et sans droits sociaux, ils n'ont à l'heure actuelle pas accès à la tarification TAM. Alors, dans le cadre de la politique du transport, la communauté d'agglomération souhaite faciliter cette mobilité par la gratuité des transports en commun de l'agglomération aux femmes victimes de violences en rupture temporaire de droits sociaux, revenus, hébergés notamment dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Alors, bon, vous avez la sont éligibles, les publics mentionnés, c'est bien précisé. L'ouverture à la gratuité pour ces publics est fixée à 3 mois renouvelables une fois pour les démarches administratives ou d'ouverture des droits sociaux n'ont pas abouti. Et après instruction, une interrogation. Pour l'instant, le service d'accueil d'orientation spécialisé des femmes délivrera le certificat. Voilà, je vous demande d'approuver cette délibération qui, effectivement, doit permettre d'aider une population, heureusement pas très nombreuse, mais trop nombreuse, et qui se trouve à un instant donné dans une situation particulièrement difficile. Mais un signe supplémentaire et très très volontariste de la part de l'Agglo en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et puis l'affirmation aussi des questions un peu d'égalité, de soutien qu'on se doit républicainement parlant de booster de manière très sensible pour les personnes concernées. Je mets le rapport aux voix. Madame Mienville. Oui. Allez-y. Simplement, il me semble qu'il a été dit notamment au sujet de l'hébergement en CHRS. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont victimes de violences peuvent également être hébergées dans des appartements relais. Donc effectivement, il faut faire attention de ne pas limiter la nature de l'hébergement. Voilà, je vous en remercie. Nous sommes d'accord. Ça a été expliqué à bureau, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier 31, c'est l'acquisition de bus au GNV, une commande qui est passée auprès de l'UGAP. Oui, plutôt que de faire un appel d'offres européen, on va s'adresser à l'UGAP pour commander nos 6 bus GNV. L'UGAP, je le rappelle, c'est l'Union Générale des Acheteurs Publics qui, à elle-même, a poursuivi, a mené une conciliation auprès des fournisseurs de véhicules et d'équipements, et exactement le même type de véhicule que ceux que nous recherchons. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 32, convention avec la région pour la gestion des distributeurs automatiques de titres au pôle d'échange de Bayargues. Oui, sur le pôle d'échange multimodal de Bayargues, bon, la région et la communauté d'agglomération souhaitent offrir aux passagers la possibilité d'acheter des tickets, soit pour aller sur le réseau SNCF régional, soit pour aller sur le réseau urbain de Montpellier. Il faut installer 2 distributeurs automatiques de titres. Cette mise en service sera assurée par la communauté d'agglomération. Le fonctionnement et la maintenance des distributeurs sont réalisés par la communauté d'agglomération par l'intermédiaire de son délégataire TAM. Ça va comprendre l'abonnement téléphonique, le ramassage des fonds, l'exploitation des données, etc. Ces coûts sont à répartir entre les 2 collectivités. C'est estimé à 20 000 €. Et les charges de fonctionnement se feront au prorata du nombre de titres vendus. La convention est valable pour une durée de 4 ans, renouvelable par tacite reconduction. Il se passe toujours quelque chose à Bayargues. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Voilà, c'est fini pour les transports. Merci pour les transports, Robert Subra. On aborde maintenant, Madame Mienville, la santé, le handicap, l'accessibilité avec le rapport 2013 Oui, il s'agit du rapport d'accessibilité du réseau de transport en commun. Oui, il s'agit du rapport annuel d'accessibilité du réseau de transport en commun. Vous savez que la loi de 2005 nous donne 10 ans pour que tout soit accessible. En 2013, la communauté d'agglo a réalisé un certain nombre d'actions relativement importantes. Elles sont citées, donc je ne vais pas vous les reprendre pour ne pas allonger le débat. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que les services ont beaucoup travaillé, comme d'habitude, avec le comité de liaison et de coordination des personnes handicapées
Ça se passe très bien. Vraiment, il y a un partenariat qui est tout à fait positif et tout à fait intéressant. En ce qui concerne les dépenses, en 2009, puisque notre schéma directeur avait été adopté en 2009, la prévision de chiffrage était de l'ordre de 25 millions d'euros. Et je dois dire qu'aujourd'hui, entre 2009 et 2013, nous sommes à 15 millions d'euros. Et en 2013, nous avons dépensé 1,64 million d'euros. Donc vous voyez que nous avons quand même, au niveau de l'accessibilité, nous avons fait un très gros travail. Il faut savoir que le réseau de tramway qui transporte 80% de la clientèle quotidienne du réseau est entièrement accessible et que le matériel roulant en exploitation sur le réseau de tramway et bus est 100% accessible aux personnes souffrant d'un handicap. Donc je pense qu'on ne peut que se réjouir et de remercier les services d'avoir travaillé à ce point. Je me joins à vos félicitations à l'attention des services pour l'action continue et solide qui est menée dans cette direction également. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 34, innovation, filière TIC Santé, Silver Économie, participation au projet Trait d'Union, Monsieur Azlanian. Quand on avait présenté le projet de la cité intelligente dans ce conseil il y a quelques mois, il y avait des élus qui avaient pris la parole pour demander à ce que, à côté des risques, des inondations, du transport, de la gestion de l'eau, on puisse inclure la santé. Eh bien, c'est fait, Monsieur le Président, puisque c'est l'objet de cette délibération. Nous allons rentrer dans la e-santé. Alors, aujourd'hui, ça concerne le vieillissement de la population. Vous savez qu'en France, la population vieillit et que nous n'aurons pas la possibilité de créer autant de places en EHPAD que ça sera nécessaire. Et donc, il est particulièrement important de commencer à prévoir le maintien à domicile des seniors et bien évidemment de participer à leur bien-être. Alors, il se trouve que nous avons une petite pépite sur l'agglomération de Montpellier, en la présence de la société Altera, qui a été créée donc dans notre incubateur à Cap Oméga il y a 5 ans, et qui, tenez-vous bien, 5 ans plus tard, réalise un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros et emploie 50 personnes. Et ils sont même en train de s'implanter avec leur système aux États-Unis et au Canada. Alors qu'est-ce que c'est ce système? C'est une interconnexion avec donc les personnes qui en bénéficieraient. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est basé sur un système d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que non seulement le système participe au maintien des personnes âgées en bonne santé, participe à des jeux pour lutter contre Alzheimer, participe à de la surveillance, etc. Mais en plus, ce système s'auto-alimente lui-même et donc s'implémente dans le temps. Donc en fait, il s'agit simplement pour l'agglomération de participer à ce développement. Je vous signale que la société Altera travaille avec le CHU de Montpellier et le service du professeur Blin pour mener une étude clinique. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement sérieux et qui est en pointe. Et donc l'agglomération de Montpellier s'honore de prendre position sur cette période test. On demande juste, ça ne coûte pas d'argent, on demande juste la mise à disposition d'un équivalent temps plein composé d'un demi-chargé de mission santé et un demi-chargé de communication. Et je pense qu'on est au début de ce qui fera bien évidemment partie du projet French Tech, le projet dont vous avez parlé en tout début de conseil. Là aussi, s'il n'y a pas de remarques, je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Oui, M. Pastor. Ah, je ne voyais pas parce que j'ai l'écran de télévision. Bon, heureusement que je vous entends, Président. Je voulais vous faire part d'une intervention qui a eu lieu aujourd'hui dans le cadre de l'ARS, de l'Agence régionale de santé et de la Directe, en présence du préfet de la région, justement sur la filière santé, où il a été mis en évidence donc le travail qui est fait avec l'agglomération de Montpellier, et où on a pu également mettre l'appui sur ce qui se fait à Latte, et notamment dans le cadre du pôle autonomie santé, et disons l'implication que nous avons dans le cadre de la fédération de la filière santé sur le maintien du bien vieillir et le maintien des personnes âgées à domicile. Voilà, donc je tenais Le pôle autonomie de santé, le pôle de gérontologie, tout ça, ça avance.
même si parfois ce n'est pas évident de le faire ressortir aussi rapidement que l'on souhaiterait, parce qu'il y a plusieurs partenaires qui sont concernés, notamment sur le pôle de gérontologie. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On est toujours avec M. Azzanian sur le schéma directeur numérique. Oui, Monsieur le Président, plus rapidement, il s'agit de toujours dans le cadre de notre schéma d'aménagement numérique, de la mise à disposition de fibres optiques qui va innerver notre territoire. Donc nous avons passé un appel d'offres, nous avons eu une seule réponse, la société Héro Télécom. Après analyse financière et technique, la commission d'appel d'offres a attribué le marché à Héro Télécom pour 2 190 773 €. Voilà. Là aussi, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci, M. Azzanian. On attaque maintenant le volet politique de la ville, logement, habitat. Hervé Martin, c'est parti. Merci, Président. Si vous me le permettez, avant de présenter les affaires, je voudrais donner une information à l'ensemble du Conseil d'agglomération. Vendredi dernier, j'étais à Paris pour la remise du rapport annuel de l'état du mal-logement en France, qui est un rapport qui est fait par la Fondation Abbé Pierre, et un rapport annuel qui fait réellement référence sur les questions de logement chaque année dans l'ensemble du pays. Et il fait référence tant par la finesse de son analyse sur la situation de ce qu'ils appellent le mal-logement en France, mais aussi par, je dirais, l'intransigeance de la critique qu'ils apportent dans leur rapport, mais également, il faut le souligner, par l'intelligence de leurs propositions. Si je veux en dire un mot, c'est parce que l'agglomération de Montpellier est citée dans ce rapport, et dans une période où on entend parfois des choses qui vont de la fantaisie jusqu'à la démagogie sur la politique du logement, je veux en dire un mot sur ce rapport qui donc fait vraiment référence. En citant l'agglomération de Montpellier, il parle d'une politique de l'habitat qui est résolument centrée sur la production de logements, et ils insistent sur 4 points. Tout d'abord, sur notre position en tant que chef de file de la production de logements sociaux, en insistant à la fois, je vais faire court, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire l'ensemble des éléments, mais en insistant à la fois sur les éléments quantitatifs de notre politique de logement social, mais aussi sur les éléments qualitatifs de notre politique de logement social. Ils insistent aussi sur nos actions spécifiques autour du logement des jeunes et des étudiants, là aussi s'agissant du logement social ou sur le parc privé, sur ce que nous développons en termes de production pour une offre en accession à la propriété abordable aux ménages du territoire pour éviter ce que nous avons constaté, c'est-à-dire un éloignement de certains ménages de l'agglomération pour accéder à la propriété, et également pour redynamiser les parcours résidentiels de ménages qui sont actuellement bloqués en quelque sorte dans le parc locatif, que ce soit le parc locatif privé ou le parc locatif social, ce qui fait que nous manquons de turnover sur l'ensemble du parc locatif social. Et enfin, il souligne aussi notre politique de requalification du parc de logements existants au travers de notre programme d'intérêt général rénové pour un habitat durable et solidaire. Voilà de façon très synthétique ce que je voulais dire, parce que ce rapport fait vraiment référence chez tous ceux qui s'intéressent de près à la politique du logement en France. Donc maintenant, je vais vous présenter... Venant de la Fondation Abbé Pierre, c'est une très bonne information que vous donnez. Ça montre bien qu'on est vraiment dans ce qui est déterminant dans le volet social, dont on vient de monter le taux à 40% dans le PLH. Avec tout à fait. Madame le Président. Pardon. Oui, juste une petite minute d'intervention pour le rapport de la Fondation Abbé Pierre, puisqu'effectivement le PLH de l'agglomération de Montpellier est reconnu comme un bon PLH par la Fondation. À ce titre-là, une information. Donc, la direction régionale jusqu'ici qui couvrait LR et PACA était à Marseille. Et la Fondation, c'est aussi une forme de reconnaissance pour notre région, a nommé une directrice régionale pour le LR qui vient d'arriver et avec laquelle nous avons déjà des liens de travail. Merci de cette information. Et pour conclure là-dessus, vendredi 28 février, fin février, j'irai vous représenter, Monsieur le Président, à la remise de ce rapport, remise régionale de ce rapport au CRDP, au lycée Joffre. Merci. Alors on passe au dossier 36. Voilà, dossier 36 avec
Des logements sociaux pour FDI Habitat, 34 logements sociaux. Si vous en êtes d'accord, monsieur le rapporteur, oui, et l'ensemble des élus, on peut regrouper ce qui est regroupable, hein, c'est-à-dire les garanties, un peu tout ça. Alors allez-y. Et donc là, il s'agit d'une subvention de 238 000 € donc pour FDI Habitat sur Villeneuve-les-Maguelones et Castries, 34 logements à Villeneuve et 10 à Castries. Là-dessus, ne prenons pas part au vote. Dans un deuxième temps, Tatiana Capovivola et Yvonne Pellier. 37. Là, c'est pour l'association GAM afin de leur apporter notre concours financier pour l'acquisition-amélioration d'un immeuble Le Ponant qui est situé avenue de Palavas à Montpellier pour la création d'une résidence sociale de 47 logements, donc 47 PLAI. Nous leur apportons une aide à hauteur de 260 000 €, ce qui permettra d'ailleurs de pratiquer une diminution de la redevance payée par les locataires d'environ 10 € par mois, soit une baisse de 2% de leur loyer. Ensuite, pour Héros Habitat à Saint-Jean-de-Védas, 21 plus et 9 PLAI, une garantie de 822 916 €. Pour Un Toit pour tous, à La Vérune, une VFA de 44 logements, 33 plus et 11 PLAI, une garantie de 3 933 785 €. Circé Montpellier. Un Toit pour tous, une VFA de 8 logements, 6 plus et 2 PLAI pour un montant de 596 381 €. Rive droite. Toujours Un Toit pour tous, une VFA de 8 logements, 6 plus et 2 PLAI, 593 661 €. Et je vais laisser mon ami Louis Pouget présenter l'affaire suivante, parce que je suis membre du conseil d'administration d'Arcade. Alors, d'abord, est-ce que tout le monde est d'accord pour voter sur les dossiers qui ont été présentés par Hervé Martin, avec la particularité sur le premier où il y a 2 personnes qui ne votent pas? Je mets le rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention. Louis, et ensuite on revient à Hervé. Alors, ça concerne une opération avec le groupe Arcade. C'est pour la construction de 6 logements. C'est une garantie d'emprunt à hauteur de 75% sur un montant de 833 000 €. Je mets le rapport au voix. Monsieur Hervé Martin ne participant pas, ne prenant pas part au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On retrouve Hervé avec Saint-Lazare. Voilà, à Montpellier, pour Erilia, une VFA de 16 logements, 11 plus et 5 PLAI, 1 288 545 €. Ensuite, toujours Erilia, une VFA de 93 logements, 75 plus, 28 PLAI, 7 897 902 €. Je mets ces 2 rapports au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On passe maintenant à l'attribution de subventions. Voilà. Nous passons en fait, c'est 45, dossier 45. La copropriété Les Flamands Roses, de manière à passer le fonds d'aide à la rénovation thermique de 3 000 à 3 500 €. L'agglomération, je dirais, met la main à la poche avec une subvention de 24 500 €, soit 500 € pour chacun des 49 propriétaires occupants. Au Cévennes. Au Cévennes, la réhabilitation de 3 logements occupés par des propriétaires modestes et 1 logement locatif, une subvention totale de 2 675 €. Gambetta, Figueroa, le Nord et Cusson. Là, ce sont 3 logements occupés par des propriétaires modestes et 6 logements locatifs pour un montant de 32 390 €. Toujours les Cévennes. La réhabilitation d'un logement occupé par son propriétaire à ressources modestes pour des mises aux normes électriques, une subvention de l'agglomération de 665 €. Je mets cette série de dossiers au voix, pas d'opposition, voilà la adoptée. Et on termine par l'attribution de subventions pour l'opération rénovée pour un habitat durable et solidaire. Exactement, 23 logements sur toute une liste de communes dont je vous épargne la description, 64 887 €. Merci, M. Martin. Je mets le rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Vous voyez que le logement, on avance. On passe à la culture. Merci pour le logement. Conservatoire à rayonnement régional. Madame Bigas. Oui, Président.
Dossier 50. Oui, il s'agit là de demander une subvention de façon très classique, comme on le fait chaque année pour le compte du Conservatoire, qui, je vous le rappelle, est un établissement d'enseignement artistique à rayonnement régional. Et donc, nous demandons à la région et à l'État et au ministère de l'Éducation et au département les subventions traditionnelles que nous espérons seront à la hauteur de celles des années précédentes. Pas d'opposition, pas d'attention. Adopté. Le dossier suivant, c'est une convention avec le Centre des Arts du Cirque Balthazar, qui fait un travail remarquable. Et nous nous proposons donc de faire une convention de partenariat pédagogique et artistique avec le Conservatoire donc, et ces arts du cirque, qui sont constitués comme effectivement un établissement de formation et de prise en charge pédagogique de tout ce qui concerne la formation des arts du cirque. Donc la contrepartie là, de cette convention, c'est que nous aurons le 6 février avec le domaine d'eau sur lequel il a déjà un chapiteau, le Centre Balthazar, une manifestation commune qui permettra de montrer transversalement la façon de travailler entre les élèves des classes de composition de musique du Conservatoire et les élèves du Centre d'art de Balthazar. C'est une subvention qui remet en cause les équilibres de l'agglomération, puisqu'elle s'élève à 750 €. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Par représentation quand même, Président, les 750. Voilà. Culture toujours, conservatoire et rayonnement régional, oui. C'est la convention avec l'opéra et l'orchestre. C'est aussi une convention de partenariat, donc de la même idée, c'est de travailler étroitement entre justement la musique et donc les concerts et les musiciens qui travaillent à l'orchestre avec justement les élèves de ce conservatoire. Donc nous avons mis en place des conditions partagées et réciproques entre l'un et l'autre et nous vous proposons là aussi de mettre en commun et d'assister à 2 manifestations, l'une qui sera lieu d'ailleurs le 7 février, c'est-à-dire demain, et une autre le 4 avril prochain, montrant justement que la convention scolaire qui est passée entre ces 2 établissements permet de travailler en synergie très intelligente pour le plus grand profit de la musique. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Musée Fabre, convention aussi avec la direction interrégionale des services pénitentiaires et la DRAC. Voilà, vous voyez, nous travaillons de plus en plus avec des partenaires privés, partenaires publics et partenaires associatifs. Et là, nous travaillons avec le musée, le partenaire donc, de la direction régionale donc, pénitentiaire d'insertion et de propagation de l'Hérault, le SPIP. Donc, vous le savez, le musée Fabre est déjà très notoirement classé dans l'approchement et la médiation auprès des publics empêchés ou des publics éloignés. Et là, il s'agit de travailler et de renouveler une expérience avec un groupe de détenus volontaires de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones et de prévoir des ateliers, des visites guidées qui seront enregistrés et puis qui seront après restitués sous forme de montage pour le plus grand bien de ces personnes qui sont éloignées de la culture. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Monsieur Martin. Que j'approuve totalement cette délibération parce que les détenus sont un peuple sans voix et leur permettre d'accès à la culture, c'est aussi leur rendre un peu de dignité là où ils se trouvent. Donc je trouve que c'est une excellente initiative. On le fait également pour le théâtre, on le fait également pour d'autres disciplines, mais effectivement c'est important. On continue pour le dossier 54, Musée Fabre, c'est une adhésion à des réseaux d'échanges professionnels. Oui, là vous allez voir quelques délibérations, dont celle-ci, la suivante, qui regroupe plusieurs propositions en une pour être plus rapide et efficace. C'est-à-dire que là, on vous propose d'adhérer à 3 institutions annuellement. Donc c'est à la fois le Club Innovation et Culture, CLIC France, qui permet d'avoir accès là à des nouveaux services numériques, puisque c'est un lieu où se pratiquent toutes les nouvelles technologies qui fédèrent les musées, les lieux de patrimoine, les lieux de sciences français. Donc c'est pouvoir avoir accès à ce monde-là du numérique dans ce cadre-là. Le deuxième, c'est Frame, dont on a entendu parler, dont vous avez entendu parler fréquemment, puisque c'est le réseau de musées français et de musées américains dans lesquels et pour lesquels nous sommes bien sûr en relation très étroite pour monter nos expositions. Et le dernier, c'est ICOM, pour aussi travailler sur le réseau unique de ces musées. Donc ces trois adhésions que je vous propose d'accepter. Et que je mets aux voix, savoir s'il y a des oppositions, ce n'est pas le cas, des abstentions non plus, donc c'est adopté à l'unanimité. On passe au dossier 55, toujours le musée Fabre, c'est un avenant au marché de gardiennage.
Alors, simplement, ce qui est important de souligner, c'est que nous avons bien sûr des lots qui ont été donc déjà affectés. Là, ce qu'on vous propose, c'est assez finalement intéressant de le signaler, c'est qu'on vous propose de modifier le montant forfaitaire avec une baisse de l'analyse donc du nombre d'agents de surveillance pour l'hôtel Sabatier d'Espérance, mais par contre une augmentation du dispositif de surveillance pour les collections permanentes. Le mélange de ces deux propositions fait quand même une réduction du montant forfaitaire du marché qu'on vous propose de valider par cette délibération, notamment. Que je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 56, réseau des médiathèques, c'est le label Tourisme Handicap. Nous poursuivons, toujours comme nous le faisons dans tous nos établissements culturels, la même politique d'accessibilité et d'accessibilité à toute personne, à tout public dans nos établissements, et notamment donc pour les médiathèques Émile Zola, qui viennent d'obtenir un label. La marque Tourisme et Handicap. Donc, il s'agit d'approuver les termes de cette charte pour avoir ce label national d'accueil et d'accessibilité à Zola pour 5 ans. Je ne doute pas qu'on les approuve sans opposition, sans abstention. C'est le cas. Dossier 57, la médiathèque centrale Émile Zola, maintenance du bâtiment, des avenants à différents lots. Oui, il s'agit. Voilà. On vous propose d'allonger la durée jusqu'à mois d'août 2014, puisqu'il s'achevait en février. On le met au voie là aussi, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 58, convention avec l'Institut national spécialisé d'études territoriales, l'INET. Voilà, c'est de permettre aux stagiaires de l'INSET de bénéficier de tarifs Passaglo pour le musée Favre, le musée Henri Prade et la piscine olympique d'Antigone. Et donc nous avons le plaisir de reconduire cette convention pour durer 3 ans, comme on l'a signifié à Madame Souche qui nous avait fait cette proposition. Très bien. Madame Souche, vous avez été entendue. Donc je mets le rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On est sur le dossier 59. Oui, on revient avec Centre Balthazar, parce que là, on propose une délibération, on propose par cette délibération une convention, comme on vous l'a proposé déjà pour d'autres associations avec lesquelles nous sommes en relation régulière, bien sûr, de partenariat. C'est une convention pluriannuelle d'objectifs que nous vous proposons, triennale, de fixer donc les modalités d'aide qui sont rapportées réciproquement à l'un et à l'autre, entre nous plutôt, pour 2014-2016. Et donc, c'est d'approuver la conclusion de cette convention qui va être aussi faite, bien sûr, avec l'État, la région, le département et la ville de Montpellier, s'ils sont d'accord pour la signer. Il faudra que les élus sachent faire de la voltige comme ça. Ça serait un des critères. C'est pas inscrit dans la loi, mais enfin, il semblerait que ça avance bien. Je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Alors, là, on est sur un dossier 60. Ça concerne l'association Opéra Junior avec une affectation de subvention et une désaffection dans la mesure où l'Opéra Junior a été intégré à l'orchestre Opéra National de Montpellier. Voilà, bon, vous avez tout dit. La contrepartie de cette subvention qui passe de 13 millions à 13 millions 100 parce qu'elle est affectée à Opéra Junior au sein de l'orchestre permettra une politique tarifaire à vocation sociale permettant un accès à un plus large public encore. Et les gens de l'Opéra Junior sont ravis. Je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours la culture, c'est les manifestations et les événements de 2014 avec différentes prises en charge. On va passer vite là, puisque c'est simplement là aussi une délibération dont je vous parlais tout à l'heure, qu'elle est générale, puisque là, il y a 3 ou 4 points. Le premier, c'est le musée Fabre, avec toute sa programmation 2014, dont je vous rappelle, le président peut-être peut rappeler que demain, à 17h, il y a le vernissage de l'exposition François-André Vincent, qui donc permet justement d'avoir jusqu'au 11 mai cette première exposition. Nous en aurons ainsi tout le long, avant le meeting bien sûr, nous en aurons ainsi tout le long jusqu'à la fin de l'année 2014. Je vous propose simplement de passer vite en vous disant que cette délibération permet d'affecter des coûts prévisionnels de manière à pouvoir anticiper les déplacements de nos conservateurs et bien sûr les réceptions éventuellement des journalistes et autres personnes susceptibles de œuvrer dans le cadre de ces expositions. Le deuxième point, c'est le conservatoire à rayonnement régional. Même chose, c'est par sa qualité d'établissement public d'enseignement, il constitue plusieurs jurys. Et à partir de ces jurys, des personnes qualifiées qu'il faut bien sûr accueillir, héberger quelquefois et surtout donc faire venir. Donc il y a aussi un budget. Le troisième point, ce sont des colloques et des conférences qui seront donc déjà programmés, prévus 7 et 8 mars 2014 avec réseau d'échange de cadres dirigeants européens. Le 4 et 5 septembre avec les journées plutôt de domaine de juridiction administrative et faculté.
Donc là aussi, c'est de déterminer une enveloppe pour chacun de ces 2 événements de façon à ce que ce soit fait. Et le 4e point, c'est le planétarium qui, lui aussi, par les manifestations qu'il mène, notamment une intervention programmée en juin, un intervenant qui s'appelle M. André Barrique pour son déplacement à rembourser. Eh bien, ça va faire des bouchons à la gare. Avec tout ce que C'était allé. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Josette Claverie. On est sur Total Festum 2014, attribution de subvention. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, on va vers Total Festum. Je vous rappelle que c'est la 9e édition de cet événement qui a été créé par Georges Frêche et que la région poursuit, et nous aussi avec la région. Il s'agit ici d'abonder les subventions que octroie la région à certaines communes, pas certaines communes, à certaines associations des communes de l'agglomération. Je les cite: Cournon-Terral, Saint-Genès-des-Mourgues, Saint-Brest, Merviel et Montpellier, Montpellier tout court, et Saussan. Voilà les subventions que vous avez sous les yeux. J'espère que les maires de ces communes seront contents de participer une fois de plus à cet événement. Et il y en a pour 12 490 €. Je mets le rapport et la proposition de Josette Claverie aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On est ensuite au dossier 63. On retrouve là le site archéologique Latara, musée Henri Prat. Oui, ici on rejoint le musée de Latte qui va participer, qui est invité à participer à un réseau, je dirais mondial, disons européen, des grands musées d'archéologie que sont le musée de Neuchâtel en Suisse, le musée de Manching en Allemagne, le musée de Bibracte dans le Morvan et le musée de Ullastret dans l'agglomération en Catalogne, en Espagne. Et donc notre petit musée de province, comme il a été déjà cité, va rejoindre, vous voyez, les grands musées d'archéologie au niveau mondial et au niveau européen. Voilà. Donc je vous rappelle que la dernière exposition qui s'est terminée le 14 janvier est partie maintenant à Bibracte, c'est-à-dire dans un musée du réseau. Elle y sera jusqu'à l'automne, et que nous avons réalisé pour cette exposition seules 17 000 entrées au musée de Latte depuis que cette exposition était installée. Voilà, donc je crois que nous essayons d'atteindre nos objectifs, Monsieur le Président. Nous sommes à 27 000, 30 000 visiteurs par an. Et comme nous nous étions fixés à l'origine avec notre conservateur Lionel Pernet 40 000, ben, vous voyez, on y est presque. Il va falloir donc monter la barre pour pouvoir faire encore mieux. Un travail très sérieux qui se fait au musée. Merci, Monsieur le Président. Très, très sérieux. Vous pouvez aussi féliciter notre conservateur. Et je le fais régulièrement. Il est là d'ailleurs. Il sait tout l'intérêt qu'on porte au travail de qualité. Alors, la prochaine exposition qui a lieu, vous le savez, avec Zagreb, nous l'inaugurerons le 14 mars prochain. Et celle-là aussi, eh bien, elle va partir en Espagne, à Ullastret, ce qui permet donc de mutualiser pas mal les expositions que nous montons, puisque les frais sont divisés par 2. Donc, si je comprends bien, vous êtes notre ambassadrice sur tout ce qui est l'archéologie. Où vous voudrez, Monsieur le Président. D'accord. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Merci Josette Claverie et merci Nicole Bigas pour le volet culturel antérieur. Alors, là, il s'agit du dossier 64, c'est le musée de l'histoire de la France en Algérie. Il s'agit de renouveler dans ce dossier la convention de dépôt du plan en relief de la ville d'Alger avec le musée de l'armée qui est le déposant de ce plan en relief que vous avez à l'écran et qui, bien entendu, sera un des éléments permettant de mettre en évidence l'intérêt de ce qui se prépare sur le musée de la France en Algérie. Je mets le rapport au bois, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe au sport. Jacques Martin, oui. Affectation de subventions. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'une précision et d'une rectification. Ce sont des sommes qui ont déjà été votées. Donc il s'agit d'affecter à l'association la somme de 95 000 € et à la SAOS pour le Vipers la somme de 145 000 €. C'est une rectification.
que l'Assemblée va approuver s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas d'abstention, ce qui est le cas. Dossier numéro 66. Oui, il s'agit de renouveler l'adhésion à l'Association nationale des élus en charge du sport. Ça n'est pas anodin parce que cette association permet de faire progresser nos dossiers au niveau du CDOS, au niveau du gouvernement aussi. Et il y a certaines communes qui m'ont rappelé l'autre jour en commission que certains de leurs projets avaient avancé grâce à l'aide apportée par Andes. Donc j'invite tous les élus de toutes les communes à faire appel à Andes lorsqu'ils ont des projets, parce que les projets sont à ce moment-là portés de manière plus efficace par cette association. D'accord. Alors, je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Toujours le sport, c'est la piscine olympique. Et alors, c'est la piscine olympique, compte tenu de la complexité des installations et des obligations qui sont les nôtres en matière de sécurité et d'hygiène, ce sont des qualifications spécifiques qui sont demandées aux entreprises. Je vous demande donc d'approuver l'enveloppe financière relative à ce marché d'exploitation de maintenance technique de la piscine d'Antigone, estimée à 350 000 €. Ce chiffre, cette somme est justifiée, bien évidemment, par l'équipement et par les exigences en matière de maintenance de cet équipement. L'Assemblée a l'air d'accord, je ne vois pas d'opposition, je ne vois pas d'abstention. Approuvé à l'unanimité. C'est un marché toujours sur les sports avec le nettoyage des piscines communautaires. C'est un marché pour le nettoyage des piscines communautaires, Poséidon, Amphitrite, Neptune, Spilaer, Ténéréide. Je voudrais rappeler quand même que c'est une exigence à laquelle nous sommes particulièrement sensibles, la sécurité et l'hygiène. Et je dois dire que les services des sports font véritablement un travail tout à fait remarquable et qu'ils y veillent. Et c'est si vrai d'ailleurs qu'il y a peu de remontées jusqu'à nous, il y a peu d'utilisateurs qui se plaignent de la manière dont nos piscines sont entretenues. Nous avons la volonté d'entretenir les équipements qui sont les équipements de l'agglomération et je crois que dans ce domaine comme dans d'autres, nous y réussissons parfaitement et le mérite n'en revient pas forcément aux élus qui ne sont là que pour accompagner, mais au service des sports qui fait un travail remarquable. C'est à mettre à leur crédit et je vous remercie de l'avoir souligné. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On en arrive au Palais des Sports René Bougnol. Alors c'est René Bougnol et c'est aussi la Mosson et le gymnase du Pérou. Le gymnase du Pérou, 3 équipements. C'est là où se pratique l'escrime. Donc ce sont des sommes qui sont celles-là plus modestes, compte tenu de ce que ce sont simplement des marchés pour le nettoyage de ces équipes des tribunes. Alors pour l'entretien, la maintenance de ces 3 équipements, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Merci pour le sport. On est maintenant sur les dossiers liés aux contentieux, affaires juridiques, assurances, archives et moyens. C'est Pierre Morel qui prend le relais. Ça concerne le lot numéro 2 pour le dossier 70, concernant les souscriptions de contrats d'assurance. De renouveler les contrats d'assurance qui étaient arrivés à échéance au 31 décembre, dont nous avons eu une première procédure d'appel d'offres qui a permis d'indiquer les entreprises, les sociétés d'assurance qui assureraient l'agglo, sauf que pour un lot, et qui est le lot dommage aux biens, nous n'avons reçu aucune proposition. Donc nous avons été obligés de relancer les marchés, l'appel d'offres, et donc il y a eu une procédure négociée, et donc la commission d'appel d'offres a désigné l'entreprise GSAM, c'est un courtier, donc qui est domicilié à Perros, et donc l'entreprise est domiciliée, elle, à la Défense, pour une prime annuelle de 389 457 €. Donc je vous propose d'autoriser la conclusion de ce marché. L'Assemblée est-elle en phase avec la proposition du rapporteur? Pas d'opposition, pas d'abstention? D'accord, ça ne suscite pas de débat. C'est bien. On avance, ça s'est approuvé. Dossier 71, les médiathèques. C'est l'accès distant aux éditions adaptées pour l'exception handicap. Un marché négocié sans mise en concurrence. Voilà, donc le réseau des médiathèques de l'agglomération dispose depuis quelques années du label Exception Handicap qui permet de fournir au public handicapé des éditions adaptées, issues de fichiers qui ont été mis à disposition gratuite par les éditeurs.
Alors, cette exception handicap concerne les œuvres que l'on met à disposition du public sur place, ou bien celles que le public de ces personnes peut accéder depuis son domicile via Internet. Voilà, donc je signale que les médiathèques de Montpellier Agglomération sont les premiers établissements de lecteurs publics qui satisfont à la loi au sujet de l'exception au droit d'auteur qui permet justement de s'opposer à la reproduction. Donc c'est une exception qu'on met en œuvre et donc nous n'avons pas besoin de passer par une procédure de marché pour conclure des contrats dans le cadre de cette exception handicap. Et donc, je vous propose d'attribuer à la société Archimède donc, le montant du marché d'un prévisionnel de 150 000 €, sachant que nous aurons une subvention de l'État d'un montant de 101 452 €, ce que nous avons obtenu en 2013 au titre de la bibliothèque numérique de référence. Je mets le rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On va attaquer les questions de personnel, mais juste un point aussi d'information. J'ai évoqué en début de séance, à travers l'hommage qu'on a fait, les félicitations, remerciements à tous les élus qui, en tant que maire notamment, mais également indirectement ceux qui peut-être parfois dans l'Assemblée ne repartiront pas, enfin ou autre. Ça, c'était le côté élu. Puis j'ai salué également l'action de l'administration. Sachez que ce soir, il y a quelqu'un qui est parmi nous, dont c'est le dernier conseil municipal également. C'est Jean-Jacques Domecq qui fait valoir ses droits à la retraite. C'est lui qui est à l'origine de la relance du football à Montpellier ces derniers temps, puisque le flambon, le rugby également. Et je vous signale qu'au-delà de ses qualités d'administratif, de technicien de haut vol, il est particulièrement vindicatif sur les tribunes des stades de l'agglomération de Montpellier. Il faut le freiner. Je pense qu'avant la fin de la saison, il va plonger directement de du manoir sur la pelouse. Jean-Jacques, merci, bravo, bravo, bravo. Et il avait souhaité terminer sa carrière administrative en même temps que le conseil. Bien. On en arrive au personnel. Pierre, on t'a préparé on a chauffé la salle. Oui. Modification du tableau des effectifs. Il va enfin pouvoir m'expliquer comment on est hors-jeu au rugby. Il est souvent derrière moi, hors-jeu, hors-jeu. Ouais. Moi, je sais pas. Il dit même, oh l'arbitre, hors-jeu. Ouais, toujours. Bon, alors je reviendrai simplement sur les créations de postes. Là. Il y a 2 créations de postes, un d'ingénieur et un prof d'enseignant de jazz au piano. Voilà. Et puis après, il y a toutes les modifications que vous connaissez tous, de confirmation de poste, hein, qu'on a pratiquement à chaque conseil. Mais ma foi, l'agglo évolue, elle évolue bien. Et donc, on a besoin de toujours s'ajuster. C'est bien de l'entendre du vice-président chargé du personnel, c'est bien. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours le personnel, c'est le renouvellement de l'adhésion à GFLUC. À GFLUC. J'ai plus de micro. Si, merci Christian. Rendez le micro. Non, oui, c'est le renouvellement de cette convention, à cette association qui intervient au niveau des services pour présenter les méfaits du tabac. Ne fumez plus, mesdames et messieurs. Ça ne fait que du bien. Mesdames et messieurs. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Alors, là, on va terminer par... Non, on ne termine pas par ce dossier. C'est l'eau et l'assainissement. Louis Pouget. Il attaque par Pérol. Attention, Louis attaque. Il n'a pas le son. Chut, chut, chut. Pas de discussion. Attends, Pierre. Oui. Non, mais il a la voix qui court. Attends, c'est parti. Vas-y. Ça y est? C'est bon. Alors, 74, il s'agit de la ZAC Saint-Vincent à Pérol. Il y a des aménagements d'eau qui doivent y être faits. C'est une convention avec l'aménageur pour 72 000 €. 75. On votera, si vous êtes d'accord, tous les dossiers de l'assainissement ensemble.
75, alors il s'agit de la tarification d'eau brute à partir de janvier 2014. C'est une tarification qui est harmonisée avec BRL au niveau de l'ensemble des syndicats. Et donc, ça veut dire que la tarification d'eau brute pour un abonnement annuel est de l'ordre de 63 € par mètre cube heure souscrit. Et en consommation, c'est 0,55. Autrement dit, l'eau brute n'est quand même pas gratuite, comme certains le pensent, et hors taxe. Ensuite, la tarification pour les petits consommateurs. Il y a un abonnement annuel avec un débit de 2 mètres cubes heure pour le même montant, 63,16 €. Et ensuite, sur le consommé, on passe de 55 € pour les 70 premiers mètres cubes à 1,42 € pour les suivants. Et pour le tarif agricole, bien sûr, là, il y a une destination qui est totalement différente, où l'abonnement est le même par mètre cube heure souscrit, mais il faut savoir que les mètres cube heure souscrits sont beaucoup plus importants, et le mètre cube consommé est de l'ordre de 0,134 € par mètre cube. Et le tarif forfaitaire pour la souscription ou la résiliation est de l'ordre de 45 €. Ensuite, sur Villeneuve-les-Maguelones, nous allons sur un programme de 83 logements et nous avons donc des aménagements de réseau pour 144 000 €, dont la participation de la commune est de 96 000 €. Ensuite, sur le contournement de Castries, sur le RED 610, il y a pour 100 800 € TTC de dévoiement de réseau qui sont en accord avec le département. Ensuite, sur Grabel, c'est une extension pour une défense incendie dans l'ancien chemin pour 38 400 €. Et ensuite, à Castries, sur la ZAC Sorède, les équipements qui, à terme, représenteront 1,5 million par rapport au problème d'assainissement. L'aménageur, sur cette tranche de 190 logements, a une participation de 85 500 €. Pour la prévision, au total, il y a 190 500 € pour l'ajustement et ensuite avec le réseau d'eau brute qui sera remis gracieusement ensuite à l'agglomération. Et ensuite, on va sur Castelnau, à la ZAC du MAS de Keilus, où il y a pour un équipement pour 490 000 € hors taxe de réseau, en accord avec l'aménageur. En 81, c'est la clôture des marchés de raccordement de Pérol-Maïra, où il y avait un solde de 1,5 million pour arriver à clôturer cette opération. Et entre les plus et les moins, on aura un reliquat de 87 300 €. Et ensuite, 82, sur l'intercepteur Est, Draille-Ferrand, c'est-à-dire que ça part de l'ancien pont submersible de Castelnau pour aller jusqu'à la rue de Ferrand, à la partie derrière le zoo, où ensuite nous allons faire la traversée avec la traversée du Lez pour traverser les moulins de Navito et continuer sur l'intercepteur Est. C'est-à-dire que là, c'est un chantier assez important de 1,8 million. Merci Louis. Si je ne m'abuse, dans le flot de ton intervention, tu as débordé Grabel, puisqu'on n'a pas cité l'affaire 78. Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Tu as sauté 78. Non, Grabel, défense incendie, 38 400. Ah bon, non, je ne peux pas oublier Grabel. Voilà. Je souhaitais te l'entendre dire. Voilà. Ah. Et il vous fait des clins d'œil quand même, c'est sympathique. Alors, il va y avoir une demande d'intervention de Gilbert Pastor. Ensuite, on mettra au vote, si vous ne voyez pas de conditions, sur l'ensemble des dossiers assainissement. Non, moi simplement, on vient de parler de plusieurs délibérations de Castries. Je voudrais prendre acte qu'effectivement le contournement de Castries est une réalité puisqu'on commence à dévoyer les réseaux. Deuxièmement, l'aménagement de la ZAC des Sorèdes qui, on disait, me démarre très bien. Et puis, j'ai sauté tout à l'heure quand Hervé Martin a présenté les subventions pour le logement social. D'aucuns se sont demandé à un moment donné pourquoi on achetait le château de Castries. Eh bien, dans les communs, c'est du logement social que nous faisons. Tout à fait, c'est pour que les revenus modestes puissent avoir une vie de château. Tout à fait. Voilà, alors avec toutes ces précisions, remarques, compléments, est-ce qu'il y a des oppositions à l'ensemble des dossiers qui ont été présentés par Louis sur l'eau et l'assainissement? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe maintenant à la lutte contre les inondations.
on rejoint la protection des inondations dans la vallée de la Mosson. Cyril. Eh oui, après le Lez, on va faire la Mosson. On a déjà vu dans les rapports précédents au dernier conseil d'agglomération qu'on faisait la basse vallée de la Mosson, qui concerne donc les communes de Villeneuve-les-Maguelones. J'ai un micro là? Vous m'entendez? Oui. Ah, parce que j'ai pas de retour. Non. J'ai pas de retour, excusez-moi. Villeneuve-les-Maguelones et Latte. Et là, on attaque les sujets qui ont été acceptés par l'État sur Fabrègues et Pignan. C'est des travaux qui, sur Fabrègues, vont nous amener à peu près une dépense de 4,2 millions d'euros hors taxe. Et sur Pignan, 0,6 millions d'euros hors taxe. C'est la protection rapprochée par voie de digue. On demande donc des aides de l'État à 25%, 20% à la région, 20% au département, et nous en prendrons en charge 35%. Encore une raison de plus de voir l'intérêt de l'agglomération, parce que si nos communes devaient payer ces gros travaux de protection contre les inondations, on pourrait les attendre, comme malheureusement c'est le cas dans énormément de territoires qui nous environnent, alors que nous avons capacité à réagir. Là, on parle sur cette affaire-là exclusivement des missions de topographie, géotechnique et diagnostic. Pour le reste des communes qui étaient mises sur la Mosson, je tiens quand même à préciser qu'on continue les investigations. Je vous rappelle que la police de l'eau appartient à l'État et que c'est l'État qui juge de la pertinence des coûts-bénéfices à chaque aménagement qu'on a pu proposer. Malheureusement, tant qu'on n'a pas fini les négociations avec eux, on ne peut pas avancer. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dossier avant qu'on le mette aux voix? Oui. Monsieur Gervais, Pignan. Monsieur le Président, chers collègues, je tenais tout d'abord à vous remercier de l'intérêt et du soutien que vous portez aux travaux de lutte contre les inondations de la commune de Pignan. Cependant, je suis surpris de la teneur du projet et des moyens mis en œuvre. En effet, lors du transfert des compétences à la communauté d'agglomération en matière de lutte contre les inondations, Madame le maire avait affirmé devant l'ensemble des membres du conseil municipal que ce projet de digue n'était pas d'actualité. Or, il semble aujourd'hui qu'il s'agit plus d'un engagement que d'un projet. Je regrette d'ailleurs son absence, car j'aurais été curieux de connaître sa position sur ce sujet. Il faut savoir qu'à Pignan, la population n'a été aucunement informée concernant cette digue, qui impactera fortement le paysage de Pignan, scindera plus ou moins le village en deux, et ne résoudra pas totalement la sécurité des biens et des personnes en cas de très forte intempérie. C'est l'ingénieur responsable de l'étude qui le disait lui-même. D'autant que cette digue ne sera pas suffisante pour une révision du PPRI dans la zone concernée où les habitations ont perdu beaucoup de leur valeur. Nous préférerions donc, Monsieur le Président, que cette aide financière porte sur un projet alternatif tel qu'un recalibrage de la Vertoublanne avec un bassin de rétention en aval de la CD5. Il y avait une étude qui avait préconisé cette solution. Donc je le répète, si je ne peux que me féliciter du soutien financier de la communauté d'agglomération concernant les travaux de lutte contre les inondations sur notre village de Pignan, je suis bien sûr opposé à ce projet de digue. Par conséquent, Monsieur le Président, je m'abstiendrai. Merci. Alors écoutez, je crois comprendre qu'il y a eu une insuffisante peut-être présentation ou coordination sur la commune de Pignan par rapport à ça. Moi, je prends acte de votre abstention, que je considère peut-être comme un besoin de présentation, un des temps peut-être plus apaisé sur ce qui est prévu sur le secteur de Pignan. Je vais laisser répondre bien sûr M. Meunier, et ensuite on passera au vote. Oui, on n'a pas, Président, à prendre parti sur un problème de communication interne à une commune, que ce soit Pignan ou une autre. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que ces travaux ont été décidés après de multiples études avec les services de l'État, parce que je tiens à le préciser à tous les maires, la police de l'eau appartient encore à l'État et c'est eux qui donnent ou pas validité à tel ou tel projet. C'est ce projet qui a été retenu dans le cadre de l'analyse coût-bénéfice et intérêt pour protéger les populations. S'il faut réexpliquer ce projet à notre collègue, ça sera avec grand plaisir. Mais l'explication a été donnée, les maires ont été invités, les élus des communes ont été invités à valider cela avec nous tout au long de la démarche pendant les 2 années d'études qui avaient présidé à cela. D'accord, mais j'entends les remarques qui ont été faites par l'élu de Pignan. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, abstention, une abstention. Une abstention. On passe à l'affaire suivante. Bon, l'affaire suivante, c'est un avenant au marché
sur les digues du Lez en secteur aval, chantier qui est en train de se terminer et qui met un terme à la protection sur le Lez. L'ensemble du coût de travaux supplémentaires de 84 073,37 €. Voilà, donc rien de particulier. Ça nous amène quand même un montant de 2 013 076,90 € hors taxe. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Et le dossier 85. Affaire numéro 3 concernant les luttes contre les inondations, toujours marché de maîtrise d'œuvre. Donc c'est sur la même chose, confortement des digues du Lez. Et donc là c'est un avenant qui nous amène à un montant total de 394 664 €. Et le montant de la prestation d'engineering nécessaire était de 20 720 €. Monsieur Maillet, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On passe à l'environnement. Oui, Monsieur le Président, avant de passer à l'ordre du jour, si vous le permettez, je voudrais vous remercier pour les paroles chaleureuses que vous avez eues avant de passer à l'ordre du jour. Et s'il est vrai que la délégation à l'environnement n'était pas une sinécure, j'ai pris un réel plaisir à travailler dans ce service. Et je voudrais ici remercier publiquement les personnes avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans, qui sont Jean-Claude Aymin, Christophe Deligny, Karl Abraham et Madame Ferrando. Qu'ils soient remerciés pour leur aide précieuse. Ils vont sauter du balcon. Passons à l'ordre du jour, dans modernisation des déchetteries. Nous avons 20 déchetteries à l'agglo. Nous avons traité en 2013 plus de 81 000 tonnes de déchets et 70% ont été recyclés. Ces déchetteries sont de conception ancienne. Elles ne prennent pas en compte la protection de l'environnement et la sécurité des employés. Un diagnostic a été confié au bureau d'études ANTEA. Cette étude proposera un programme de travaux et il faut dire que l'enveloppe financière se monte à 5 millions d'euros. Le financement sera étalé entre 2014 et 2017. Il faut dès à présent engager une consultation pour désigner un maître d'œuvre. La durée prévisionnelle du marché est de 4 ans et le montant du marché de maîtrise d'œuvre sera de entre 300 000 et 500 000 euros. Je termine par du lourd, hein, comme vous le savez. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité pour nos déchetteries. On passe ensuite au contrat territorial de collecte du mobilier. Oui, les DEA, les déchets d'éléments d'ameublement. En 2012, 8 300 tonnes ont été déposées en déchetterie et 3 400 ont été collectées au porte-à-porte. Dans le cadre de son agrément, Écomobilier propose la mise en place à ses frais d'une collecte séparée de DEA. Ce contrat prendra effet dès le premier jour du mois suivant la signature jusqu'au 31/12/2017. Sur la base des chiffres de 2012, cela représente pour l'agglomération une économie de 1,5 million d'euros. Je mets à votre sagacité et les voix de la proposition que fait Christian Valette. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité pour les économies qui viennent d'indiquer. Dossier 88. Déméter. Déméter a été réalisé en 1994. C'était la deuxième usine du type en France après Dunkerque. Il faut moderniser l'outil. 3 scénarios ont été étudiés par le groupement Sage Service Environnement. La solution retenue, c'est la conservation et la réutilisation du bâtiment existant et l'extension des équipements sur la parcelle de terrain adjacente. Le programme est évalué à 11 125 000 euros. Une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles.
Durée prévisionnelle du marché, 4 ans. Montant estimatif de ce marché de maîtrise d'œuvre entre 800 000 et 1 million d'euros. Éco-emballage et l'ADEME seront sollicités pour le financement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation. Je mets le rapport aux voix, important lui aussi, concernant Déméter. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. 89. Casier numéro 2, Castries. Afin d'éviter un retard dans la conception et l'aménagement de ce nouveau casier, afin de respecter les délais qui sont fixés à 4 mois et demi prévus dans le cahier des charges, il est proposé de remplacer le remblai de fermeture du casier initialement prévu par un mur en terre armée, ce qui a déjà été fait pour le premier casier. D'où un nouveau prix en augmentation de 196 959 €. Avis favorable dans la commission d'appel d'offres. Je mets le rapport aux voix. Oui, Madame le maire. Bonsoir, Monsieur le Président. Je ne peux pas laisser échapper ce dernier conseil, en plus avec Monsieur Valette, pour faire un petit peu le point sur la décharge de Castries. Donc, on est en train d'évoquer là le casier 2, mais je vous avais envoyé un courrier pour vous demander à ce qu'on passe à l'ordre du jour le fait qu'il n'y ait pas de casier 3, comme vous l'aviez évoqué plusieurs fois, et même dans le Midi Libre. Ensuite, j'avais demandé à avoir une visite du site avec une partie de l'association, et on avait acté sur 5 élus et 5 membres de l'association. Cette visite, a priori, qui était presque programmée, se voit reculer pour des raisons, a priori, de sécurité. Je veux bien, mais à ce moment-là, qu'on nous donne une date. Et le dernier point qui est très important quand même, c'est que nous avons une prolifération des goélands. Nous avons des compagnies de 150 à 200 goélands qui viennent des fois jusqu'aux abords du village. Donc c'est très important de comprendre pourquoi il y en a autant. Voilà, nous avons besoin quand même d'explications et de savoir qu'est-ce qui va être fait. Merci. Christian, je répondrai après. Alors pour les goélands, c'est facile à dire. Hein. Les goélands, on les avait chez nous, vous les avez maintenant chez vous. Quand on avait le TOT, on avait les goélands. Vous avez la décharge de Castries, vous avez les goélands. Vous avez hérité. Et on n'y rentre pas la même chose normalement à Castries que ce que tu avais au TOT, hein. Je suis désolé. Oui, mais les goélands trouvent toujours de quoi manger. Ne vous faites pas d'illusions. Ils sont capables même de manger du plastique. Non, mais je n'en doute pas, mais il y en a voilà. beaucoup. Ça, c'est la première réponse pour les goélands. Et puis, ironiquement, je vais vous dire que nous, on en avait tellement qu'on a mis un fléchage pour vous les envoyer. Non, je veux bien essayer un plan de signalisation pour les détourner ailleurs, mais ça sera difficile quand même. Mais bon, moi, alors pour la visite. La visite, on la programme. Attendez, s'il vous plaît. Jacques Martin, un peu de silence, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend rien. Il n'y a qu'une personne qui a la parole, c'est le rapporteur. On a programmé d'autres visites, on programmera cette visite. Je verrai avec les services, mais on la programmera. Hein. La première question que vous avez posée, là je vais laisser le président, mais le président s'est publiquement, dans cette enceinte, engagé à ce qu'il n'y ait pas de troisième casier. Ça a été écrit. Oui, ça a été dit, écrit, renouvelé, et puis donc... L'AGLO pourrait s'engager. S'agissant de ma position et de la position de l'AGLO, elle est claire par rapport à ça. De même que j'aimerais que soit clair aussi, d'une façon beaucoup plus générale, le plan départemental de traitement des déchets, pour lequel il y a des secteurs du département qui sont encore plus concernés que celui de Montpellier, et dont j'attends qu'il passe également aux actes pour engager pour les autres l'agglomération de Montpellier. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde dans une approche de ce que j'appellerais le territoire un peu de réalisation et de traitement de collecte de ces déchets qui dépasse notamment les limites est-ouest par exemple. Bon, ça, il va falloir aussi qu'on comprenne dans le temps qu'il n'y a pas que Montpellier qui produit des déchets et qui ne les traite pas. Montpellier en produit en proportion de l'évolution nettement moins qu'auparavant, puisqu'on est sur un plan à 5 ans ou à 7 ans de diminution de déchets, de production de déchets dans une proportion assez intéressante. Et par ailleurs, on a les équipements qui sont en place. Pour l'instant,
je l'ai dit, il y a eu le premier casier, le deuxième casier, il n'y aura pas de troisième casier à Castries. Ceci dit, je le mets devant l'attention de tout le monde. S'il n'y a pas de troisième casier à Castries, et même si on diminue globalement la production et les caractéristiques des déchets actuellement, à un moment, il faudra trouver un site ou une unité qui permet de traiter un substrat non valorisable et qui également mérite d'être enfoui ou autre. Ça fait partie de la réflexion que j'indique par rapport à l'ensemble du gisement départemental des déchets, qui des fois d'ailleurs mériterait de dépasser le gisement uniquement sur le territoire du département de l'Hérault. Ça peut concerner aussi des unités spécialisées qui accueillent des déchets d'incinération dans le Gard, enfin ou autre. Il faut être cohérent. Vous l'êtes, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a les déchets, il y a les déchetteries, il y a le traitement, il y a la collecte, et il y a la réalité des investissements que font les uns et les autres. L'ouest du département, entre autres, à un moment avait pratiquement une vingtaine d'unités de gestion de ces questions-là. Elles ont été réduites, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et je considère que Montpellier a déjà fait beaucoup par rapport à la manière d'appréhender et d'anticiper. Il faut encore aller plus loin. Alors, l'ego est là, j'entends ce que vous dites. Il faut être très prudent aussi sur... le site a été, d'après ce que j'en sais quand même, hein, par rapport à la crise qui se réunit, nettement amélioré dans sa gestion, dans son traitement. Ça ne semble plus, d'après ce qu'on me dit. J'y passe de temps en temps, même si ce n'est pas mon lieu de résidence principal, Castries. J'y passe. Je vois que c'est quand même tenu. Quoi, voilà. Mais j'entends ce que vous dites. Il faut être dans le temps, toujours vigilant sur le suivi. S'il y a une visite, il faudra la faire. Voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Mais je me suis engagé. En règle générale, moi, je tiens parole dans mes engagements. J'espère qu'on sera là. Voilà. Avant de partir, je vous recevrai à Castries. Monsieur le Président. Gilbert. Non, moi, je voudrais simplement rajouter une chose. C'est que, indiscutablement, au niveau des odeurs, ça s'est considérablement amélioré. Je voudrais préciser aussi qu'il y a eu une réunion du CODERS qui a émis un avis très favorable, et qu'à cette réunion du CODERS à laquelle j'ai assisté, j'ai été le seul à soulever les problèmes de ce centre, de ce deuxième casier. Les représentants des associations qui étaient là n'ont pas pris la parole, n'ont strictement rien dit. Alors, je crois qu'il y a des instances qu'il faut respecter, et quand on a quelque chose à dire, il faut le dire à ce moment-là, et non pas le dire ailleurs. Donc ça, je tenais à le préciser. Et dans la logique qu'on a eue jusqu'à présent, je pense qu'avec mes collègues, nous nous abstiendrons, bien que ce que vous faites là est quelque chose qui améliore encore le centre de stockage, mais les gens reconnaissent qu'il y a eu des grosses améliorations de fait. Je vous remercie, les deux intervenants maires du secteur, de le dire et d'en prendre acte, parce qu'on a une volonté très affirmée de régler toutes ces questions. Et de les régler en dehors de la passion, en dehors de la démagogie qui parfois accompagne ces dossiers, qui sont des dossiers sensibles, des dossiers sérieux. Bon, il faut qu'on les gère de manière responsable, technique, avec l'innovation qui vient, avec un plan de déroulement de tous les dispositifs, croiser ces dispositifs. Quand je parle de l'Est et de l'Ouest, la barrière du plan départemental, si effectivement il faut la maintenir pour ne pas donner l'impression complètement éhontée que Béziers, dans les équipements qu'il doit mettre, accueillerait, je dis bien au conditionnel, les déchets de Montpellier, si effectivement les gens craignent ça, qu'on maintienne artificiellement pendant quelque temps la barrière. Mais en temps utile, il faudra qu'on croise tout ça. On est en train de le regarder d'ailleurs avec les temps de taux, avec la communauté d'agglomération de taux 7 qui passera à la remise à niveau de son installation d'incinération. On peut croiser des choses intelligemment. Et à ce moment-là, éviter de gros secteurs d'enfouissement tels que des casiers, tels qu'on les a par exemple à Castries, premier et deuxième casier, où c'est quand même à une échelle très très limitée, très humaine, comparativement à ce qu'était le TOT à une époque. Merci de votre proposition. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Alors, 1, 2 abstentions. Il y en a d'autres, hein? 3 abstentions. Merci. On est au 90. Oui, c'est le marché du suivi et d'entretien des décharges du TOT et des Molières. Voilà, qui est un dossier qui avait défrayé la chronique dans des temps plus anciens. Alors, il faut entretenir ces décharges pendant 30 ans après la fermeture. Il y a 2 lots. Le premier lot, un suivi général des 2 sites, entretien courant et prélèvement et analyse environnementale pour un montant de 122 000 €. Et un lot 2, travaux de maintenance des réseaux de biogaz et bassins sur le seul site du TOT
pour 20 000 €. Je mets ce rapport aux voix. Oui, Monsieur Meunier. Oui, Président, permettez-moi de profiter de cette dernière affaire pour remercier l'agglomération dans le sérieux du suivi du TOT, puisque comme l'a très bien dit Jackie tout à l'heure, le TOT c'était un peu plus grave que ce que vous avez, parce que vous avez des déchets ultimes, même si je sais que c'est pas simple d'être élu, les amis, sur un territoire où on a un de ces équipements de gestion des déchets. Tout le monde en fait des déchets, personne ne veut les traiter. Et aujourd'hui, c'est vous trois qui avez cette lourde charge de devoir expliquer ça à vos populations, et croyez en toute ma solidarité. Petit détail amusant, après les goélands arrivent les cigognes. Les cigognes sont beaucoup plus sympathiques, ça plaît beaucoup plus aux gens, et puis ça fait un attrait touristique. Donc attendez, les cigognes vont bientôt arriver. Bon, donc merci à l'agglomération du suivi. Les cigognes sont de retour. Et puis... Je me croirais à Natura 2000. Et puis permettez-moi, parce qu'en dehors d'être cette assemblée où on s'appelle président, parce que Gilbert il me dit à chaque fois appelle le président, arrête de dire Jean-Pierre, etc. Bon, alors monsieur le président de la commission des déchets, Oui, monsieur. bonne route à toi. Merci du boulot que tu as fait pour nous tous, parce que au début de ce deuxième mandat que j'ai fait ici, tu as hérité de choix qui nous avait été amené par des discussions diverses et variées, où le propos de notre ami Michel tout à l'heure nous rappelait à certains souvenirs, même si je m'associe à toi Jean-Pierre, avec cette tendresse que j'avais pour Nicole. Et quand tu as nommé Nicole, j'ai été très touché parce que j'adorais Nicole Stam, et c'était normal de lui faire un hommage. Merci à toi Christian d'avoir accepté à la demande de Georges de prendre cette commission ô combien compliquée, de l'avoir bien gérée, et je m'associe à toi pour remercier tous les techniciens là-haut que je connais bien, parce qu'on a eu pas mal de soucis à gérer. Vous êtes une super équipe, bravo. Alors. Mais il faut faire voter ce dossier. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention. Madame Quisgard, vous avez le bonheur de terminer le Conseil avec une saga de dossiers sur la voirie et le jalonnement. C'est à vous. Oui. Non, il y en a... Il n'y en a pas que deux. Suivez, il y a 5 dossiers. Et la voirie, c'est important. Son entretien, sa maintenance, sa qualité et le rejoindre avec la collecte. Allez-y, il n'y a que vous qui avez la parole. Ne vous laissez pas influencer là. Merci Monsieur le Président. Donc, pour une fois, nous ne terminerons pas par l'avenue ou les avenues Georges Frêche, puisque ces dernières sont terminées, sur ce mandat-là en tout cas. Donc, je vous propose de voter les affaires, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, 91, 92, 93 ensemble, puisqu'il s'agit des marchés à bon de commande. Donc, sans maximum, puisque, comme vous le disiez, la voirie et le jalonnement, c'est important, mais ça va le devenir aussi dans les années futures encore plus. Et donc, nous n'avons pas de maximum au vu de ce qui va se passer dans l'année à venir à vous proposer. Par contre, on peut vous assurer que ça restera dans le budget qu'on a voté et dans ces ratios-là. Donc, le premier marché sur l'affaire 91 concerne l'entretien et l'aménagement de voiries communautaires. Le second marché à bon de commande, affaire 92, concerne les travaux de signalisation horizontale et verticale. Et le troisième marché à bon de commande, le rapport 93, concerne les missions de coordination, sécurité et de protection de la santé dans le cadre de la voirie et du jalonnement. Bien, c'est très synthétiquement exprimé. Je vous en félicite. Je mets ces 3 rapports aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Monsieur Meunier. Non, juste, excusez-moi, ce soir je prends beaucoup la parole. Je vois, il est dopé, cet homme est dopé. Mais j'espère que je ne vous saoule pas. Non, juste pour dire qu'il faut qu'on fasse très attention au niveau de l'agglomération, au niveau des communes qui sont traversées par le TGV et l'autoroute. Force est de constater que ces opérateurs, sur les rétablissements de voiries et l'entretien des voiries, il va falloir leur courir après. Soyez vigilants, nous on l'est sur Latte, je pense à tous les autres collègues, Montpellier, Bayard et compagnie. On a en face de nous des entreprises qui, si elles peuvent se dédouaner de toute remise en état de nos voiries, etc., elles le feront avec grand plaisir.
Donc soyons solidaires et travaillons ensemble au niveau de l'agglomération. Et merci à Yves Nurit du travail qu'il fait avec ses équipes. Il applaudit tout le monde ce soir. Il anticipe l'affaire 94, Monsieur le Président. Alors, on a voté. On a voté les trois. Ah oui, c'est vrai que c'est Cyril Meunier qui a interrompu le jeu normal du vote. Alors, je mets les trois premiers rapports de voirie aux voix. 91, 92 et 93. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On est à l'affaire 94. Donc M. Meunier a fait une excellente transition pour l'affaire 94, puisque cette affaire concerne le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier et le viaduc Leslie-Ronde à Latte. Donc ça concerne la déclaration publique depuis le 17 mai 2005 sur le contournement Nîmes-Montpellier. Le RFF a délégué la maîtrise d'ouvrage et des travaux à l'entreprise Ocvia depuis le mois de juin 2012. Et spécialement pour le maire de Latte, je vais préciser le projet de convention pour qu'il puisse être rassuré sur l'ensemble des travaux de reconstitution. Donc ça concerne, monsieur le maire, soyez attentifs, le rétablissement à l'initiale du réseau pluvial, la reconstitution des revêtements de surface suite aux travaux de remblaiement, la reconstitution des pistes cyclables, le rétablissement de l'éclairage public à son niveau initial, l'aménagement des équipements de la plateforme tramway, le dispositif de retenue des piles de pont. J'espère que cela vous agrée et que vous pourrez ainsi voter cette affaire sans aucune réticence. Ça, c'est bien envoyé. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 95. Donc la dernière affaire du Conseil d'agglomération, Monsieur le Président, chers élus, c'est l'offre de concours relative à l'aménagement d'un carrefour giratoire entre les routes départementales 610 et 613 sur la commune de Vendargues. Je rappelle ici que cet équipement dessert 200 entreprises et près de 2500 emplois et que c'est situé dans le SCOT, dans le couloir de transport languedocien. Donc je vous propose ici de voter notre participation en tant que communauté d'agglo à hauteur de 30% du montant total de l'opération estimé à 1 700 000 € en partenariat avec le département de l'Hérault. Merci de votre proposition qu'on va voter chaleureusement parce que quand les collectivités se mettent ensemble sur des projets, ça permet d'avancer plus vite. La commune ne participe pas ? Bon, enfin, le giratoire se fait. Je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Alors, on a quasiment terminé. Merci, Madame Quisgard. Je voulais vous indiquer le montant des décisions qu'on a adoptées depuis le Conseil du 19 décembre. On a engagé 426 073 et ce soir, on vient d'engager le principe de 37 417 142 €. Voilà, ce dernier conseil du mandat se termine. Je suis heureux de constater que dans la quasi-totalité, il se traduit par des visages ravis, heureux. Certains sont peut-être crispés. Bonne fin de soirée, bon appétit et à plus tard. Bon appétit à tous.